Donc, je voulais dire, je suis très, très, très heureuse de recevoir Nathalie Léger. Je pense que je te reçois pour tous tes livres. J'aime beaucoup, il y a toujours une très grande délicatesse dans l'écriture de Nathalie Léger. Et toujours des personnages de femmes assez souvent incroyables. Et là, dans La robe blanche, c'était une jeune plasticienne qui a voulu partir. C'est d'Europe qu'elle part ou... De Milan, en robe de mariée, pour aller jusqu'en Israël-Palestine pour essayer de faire la paix. Donc, évidemment, son voyage s'est arrêté en Turquie, parce qu'elle a été assassinée et violée. Nathalie raconte aussi l'histoire de sa mère et du mariage un peu compliqué de sa mère. Donc, c'est un livre à deux voix. C'est un roman, je ne peux pas dire choral, mais c'est deux personnages. Et c'est vraiment, en peu de pages, on est totalement bouleversé par ces deux personnages tellement différents. Merci Colette. N'hésitez pas à vous rapprocher. Ça me fera plaisir de vous avoir plus proche. Merci Colette, parce qu'en effet, tu accompagnes chacun de mes livres. Et puis merci aussi de cet art du timing au bord de la nuit blanche, la robe blanche. Je dois dire que c'est... On ne pouvait pas rêver mieux. C'est la première fois que je ne fais pas la nuit blanche, mais je me suis dit, il y a un peu de nuit blanche avec ce livre. C'est un art du timing et du signifiant. Chapeau. Alors, comment raconter un livre, comment raconter son livre ? Je crois que je laisserai le livre parler tout seul, et donc je vais lire quelques pages. Mais peut-être avant, je peux tenter de vous donner un aperçu très panoramique et à la vitesse TGV de ce que j'ai tenté de faire. Et pour cet aperçu panoramique, je peux peut-être prendre l'espèce de longue vue, quoi, des deux questions qui m'ont été le plus souvent posées au cours de ces dernières semaines. Et je trouvais ça toujours très intéressant. D'abord dans leur récurrence, si je peux dire. Il y a quelque chose qui persistait dans ces deux questions. Et puis peut-être qu'elles peuvent vous donner un aperçu de ce travail. Alors on m'a beaucoup demandé au cours de ces derniers jours, on m'a beaucoup demandé à l'occasion de ce récit que tu évoquais. Merci d'avoir raconté le livre pour moi, ça m'évite de le faire, mais en tout cas au sujet de cette artiste italienne qui s'élance sur les routes d'Europe pour répandre une idée du bien. On m'a beaucoup demandé si l'art pouvait sauver le monde. Évidemment, c'est une question énorme, donc on marque un pas, on hésite, on tâtonne. En tout cas, moi, j'ai tâtonné. Mais finalement, je crois que la réponse est, et peut-être c'est aujourd'hui que je la formule de la manière la plus claire, la réponse est non. L'art peut bien mieux et faire beaucoup plus que de sauver le monde. Et j'espère que le livre, à la fois dans son sujet, son double sujet, comme tu l'as dit, mais aussi dans la matière de son écriture, permet non pas de le démontrer, que l'art n'est pas là pour sauver le monde, et peut mieux faire que ça. Peut-être pas de le démontrer, mais en tout cas en témoigner. Voilà, ça a été... Je vais rajouter un mot, il peut donner des outils de pensée. L'art donne tant des mieux outils de pensée. que la littérature donne des outils de pensée, tant mieux. Oui, ça donne des oui, outils de oui, pensée. absolument. Et quand on a les outils de pensée, on peut peut-être un tout petit peu sauver le monde. Parce que c'est vrai, tu dis les arts plastiques, parce que dans le livre, à l'occasion de la performance de cette artiste italienne, j'ai eu l'occasion de parler un peu de ce que c'est et de le faire de manière le plus romanesque possible, littéraire en tout cas, de raconter un petit peu ce que c'est la puissance de ce que c'est que la performance. Et puis, la deuxième question qu'on m'a beaucoup posée, très gentiment, au cours de ces dernières semaines, c'est est-ce que la narratrice, c'est vous-même ? Là aussi, on peut hésiter, tâtonner. C'est une question subtile. La première était énorme, celle-là est subtile et délicate. Et je ne cesse de penser à ces mots de Philippe Roth, je crois que c'est dans son roman qui s'appelle Tromperie.
justement, lorsqu'il dit que, lorsqu'il parle des affreuses ambiguïtés du moi. Et c'est un peu sous ce signe-là que j'aimerais que la robe blanche n'ait aucune réponse à cette question, je l'espère en tout cas, et plutôt empile des interrogations et des questions, plutôt que donner une réponse. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand j'ai reçu le livre, là, cette épaisseur de papier, quand je l'ai eu en main, comme on dit d'un livre, une main de papier, et bien en main, et je le dis devant mon éditeur qui est là, Frédéric, j'ai eu le sentiment que j'avais fait quelque chose, c'est pas le cas pour tous les livres, mais là j'ai eu le sentiment très intime, une intime conviction, puisqu'il est question de justice, que j'avais fait justement quelque chose de juste, et que je l'avais justement ajusté. Et je pense que de cette certitude, eh bien, la narratrice est aussi convaincue. C'est aussi celle de la narratrice. Et d'ailleurs, pour nous en convaincre, je vais lire quelques pages. C'est pas facile avec le micro. Tu veux que je te tienne? Non, ça va aller. Ça va aller. Depuis notre visite au Cap, aux abords de notre ancienne maison, je reste le plus souvent allongée sur le canapé du salon, les yeux fermés, au bord du sommeil sans y tomber. Les bras posés le long du corps, je me tiens aussi immobile que possible, ressemblant à ce que je serai plus tard, jouissant secrètement en mimant la mort d'apporter la preuve irréfutable de mon existence. Je sens ma mère se pencher sur moi. Elle touche un peu la couverture pour faire quelque chose. Tu peux me défendre et même me venger. Un instant, la nuit veloutée dans laquelle je suis enfoncée se trouble un peu, à peine, puis se défroisse en m'en serrant plus uniment. Du fond, j'apercevrais peut-être, je continue à y croire, le passage exigu, un peu suintant, où les mots s'agglutinent et forment parfois subrepticement une phrase. Lorsque je suis allongée et par forme de délassement, je ne cesse de mettre en scène les moments où ma mort empêchera à tout jamais quoi que ce soit de s'écrire. Il ne suffit pas de vouloir achever ce qu'on a commencé pour y parvenir, et je ne suis pas sans savoir que le désir ne protège de rien. J'en ai des preuves concrètes. Je sais par exemple que toute sa vie, la doublure de Luis Mariano a rêvé de chanter à la place de Mariano, mais Mariano n'est jamais tombé malade. Je sais que Ferdinand de Lesseps a voulu voir Panama percer, mais Panama fut percé sans lui. Que Roland Barthes voulait écrire un roman et ne l'a pu car la mort est venue. On dit que la mort est venue parce qu'il ne le pouvait. Je n'y crois pas, non. Le désir est intact, retors, mais intact, et la mort vient, voilà, sans parler de pipabac. Si à ce moment-là, les yeux fermés, je m'adressais à ma mère penchée sur moi, je lui dirais que ma mort m'est plus familière que mon propre nom. Elle ne s'étonnerait pas. Elle sait que quiconque fait une halte torpide chez sa mère est la proie d'une peine qui l'est bien décidée à aggraver. Elle veut m'y aider. Et quoi qu'il y ait du déshonneur à demander à sa fille de venger sa mère des offenses d'un père, elle crie, ou je crois l'entendre crier dans la nuit, à moins que ce ne soit moi, criant, moi, hurlant, justice, justice, puis empruntant tous les rôles, les confondant, elle ou moi, disant à elle ou moi, comme Andromaque, à moins que ce ne soit Hermione, à sa suivante, chère Cléone, cours, ma vengeance est perdue s'il ignore en mourant que c'est moi qui le tue, tandis que simultanément je suis aînée, fuyant les dangers, portant plein de piété filiale, mon père sur mon dos, ou Cordelia, ou la Pietà, lui sur mes genoux et moi versant des larmes douloureuses sur son corps trop lourd. Mais ici, émergeant de ce qui était peut-être le sommeil, j'entends distinctement ma mère dire que ce matin même, au hasard d'un dictionnaire, elle a lu que le Vindex était le tiers qui, prenant la place de la victime, réclame justice. Le Vindex, dit-elle, est le protecteur. Il est le défenseur, celui qui exige un dédommagement moral, celui qui, en un mot, répare. Et elle penche vers moi son visage déformé par la supplique. Tu pourrais être le Vindex de ta mère.
Puis, reprenant ses esprits, préoccupée avec l'air un peu hagard qu'on a quand on cherche ses clés, « Il ne m'échappe pas, dit-elle, que je te demande beaucoup. » Elle remonte un peu la couverture sur moi, soupire, me fixe sans doute d'un air soucieux. Je voudrais trouver la force d'ouvrir les yeux, de me lever et de sortir tête haute, drapée dans l'indignité des paroles de ma mère. Mais au lieu de ça, je lui précise d'une voix nette, ce qui n'est pas facile lorsqu'on est allongé, que, telle qu'elle me voit, je suis à la recherche d'une femme qui a voulu faire régner la paix dans le monde par sa seule présence en robe de mariée. Et que ce n'est pas le moment de me faire jouer le premier rôle dans une tragédie de vengeresse au petit pied. Je le dis, ou crois le dire, car j'observe qu'elle fait comme si j'avais continué à faire semblant de mourir. Entre nos deux sujets, murmure-t-elle au-dessus de moi, le mien est plus réel que le tien. Le mien, tu l'as vécu aussi. Tu en as des preuves, je veux dire des souvenirs, alors que tu n'as rien vécu de ton sujet. Qu'il se soit réellement passé ne change rien. Tu ne l'as pas vécu. Ça n'est donc qu'une fiction. Ton sujet n'est qu'un vœu pieux. Merci. Alors moi, ce qui m'a impressionné dans le personnage de Pippa, c'est qu'elle fait tout brûler pour pouvoir laver sa robe avec de la cendre. Ça, c'était un passage qui m'a... Oui. Elle prépare son départ d'une façon incroyable. Oui. Elle prépare tout, la forme de la robe, la documentation, bien sûr, les étapes. Mais cette robe, il faut la laver. Et donc, elle fait elle-même un savon à la cendre. Le savon, la cendre a le pouvoir. Donc, ce qui vient du feu, de la suie, du noir, a le pouvoir de rendre plus blanc que blanc. Donc, elle fait elle-même le savon qui servira à laver sa robe au cours du voyage. Et elle le fait à partir d'un feu nourri par des papiers, des objets, des cadeaux que ses amis lui apportent. Donc, elle organise avant son voyage une grande brûlerie dans le jardin de son atelier. Et puis ensuite, elle tamise la cendre et elle fait ce savon qui lui sert qu'elle emporte en voyage. Elle emporte et elle le décrit, voilà, de ce qu'on emporte en voyage, ce qu'une voyageuse contemporaine emporte avec elle. Mais je crois qu'elle emporte surtout son projet, ses espoirs et peut-être certaines illusions. Il y a des questions. Alors, je vais vous proposer à boire. Vous allez à côté, on va vous servir à boire. Et vous venez, ceux qui veulent faire dédicacer, et puis avoir une conversation peut-être informelle avec Nathalie. Merci, Colette. Merci. Donc, boire un coup, ça bouge. Là, il y aura des gens qui ne sont pas là. Du bas blanc. Voilà. Ouais. Oui, ben j'ai croisé Yana, qui m'a dit qu'elle serait là. Ça va, ça va bien? On va t'embêter à vous les voir. Ici, je les vois. Oui, mais peut-être que je vais... Oui, donc voilà.